Bonjour, tout d'abord un grand merci à Ruben pour m'avoir invité cette année encore. Et tout de suite, je vais commencer par le bilan en imagerie. Alors la question qui est posée est une question qui est assez vaste et on va voir qu'en fait, en fonction de la pathologie que l'on va explorer, les techniques qu'on va utiliser seront très différentes et je crois qu'il y a peu de régions anatomiques qui nécessitent autant de techniques d'imagerie pour une exploration. Il n'y a pas d'exploration standard du petit bassin, quelle que soit la pathologie, même vasculaire, on va le voir. Donc parmi les étiologies qui vont nécessiter des explorations, il y a les saignements, les traumatismes spontanés, les accidents de voiture, les fracas du bassin, avec des saignements pelviens. C'est une grande demande pour nous en imagerie. Que faut-il faire? Les sténoses et toute la pathologie athéromateuse artérielle, y compris anévrismale, la pathologie veineuse du petit bassin aussi, varices et thromboses, on en parlera après dans la thérapeutique, et donc c'est intéressant de voir quel bilan moi je propose. Et puis, plus en détail demain et après-demain, je vous parlerai des lésions tumorales bénignes hypervasculaires que sont les fibromes utérins et l'adénome prostatique. Les techniques sont variables. L'angioscanner artériel qui peut être optimisé avec des outils de guidage, des outils de fusion, le phléboscanner qui consiste à ponctionner une veine du pied ou de la main et de faire une acquisition scanner en injectant dans cette veine un produit de contraste, l'angio-MR, la phlébo-MR et l'artériographie qui bénéficie actuellement d'innovation avec les acquisitions Conbin, CityLike et le guidage. Mais dans toutes ces techniques et le lien important qu'on a, quelle que soit la pathologie, c'est que le petit bassin est un organe où le réseau collatéral est extrêmement dense, avec beaucoup d'anastomose, et ça va être le problème essentiel pour toutes les pathologies. Alors l'anatomie, vous savez que le petit bassin il est vascularisé essentiellement par les branches de l'iliaque interne, que vous connaissez tous, mais également par d'autres branches, des anastomoses avec le réseau lombaire, pariétal avec le réseau épigastrique, avec le réseau fémoral commun, qui sont très riches. Alors première question posée, quand on a un traumatisme, nous radiologues, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qui saigne? Alors l'examen à faire en première intention, c'est un scanner. Et ce scanner, il doit avoir plusieurs temps. Il faut un passage sans injection, un passage au temps artériel, un passage qui est au temps portal ou veineux et un passage tardif. Et ça, c'est très important. On ne peut faire l'économie d'aucun de ces temps parce que ça va permettre d'identifier la nature du saignement. Les artères, quand il y a un saignement actif d'origine artérielle, on a un rossement qui est au temps artériel et qui va se majorer sur les temps tardifs. Quand c'est une veine, le rossement ne le voit qu'au temps veineux et il va se majorer ensuite. On peut avoir des faux anévrismes qui sont des images qui vont circuler et se voir au temps artériel et puis qui après vont se vider. Et puis pour le petit bassin, on va avoir aussi des collections et des fuites d'origine urinaire qui vont donner des prises de contraste mais que l'on va voir tardivement au moment où on a les voies urinaires qui sont opacifiées, les uretères. Enfin, quelque chose qu'il faut s'habituer à reconnaître sont les fistules artério-veineuses, où dans ce cas-là, on a un rehaussement synchrone de l'artère et de la veine. Et par exemple, ici, vous aviez le cas d'un volumineux anévrisme iliaque et de la terminaison de l'aorte, avec sur la même coupe, vous voyez que la veine cave est tout à fait blanche, et ce n'est pas normal, c'est parce qu'il y a une fistule. Donc ça, c'est la technique d'exploration pour les traumatismes du bassin. La deuxième chose qu'il faut connaître, ce sont les compartiments vasculaires parce qu'ils vont aider le médecin qui va faire l'embolisation en urgence à d'abord choisir la voie d'accès et aller rapidement à l'artère qui saigne. Le bassin est divisé en plusieurs compartiments avec des compartiments qui sont antérieures, ici pariétaux, les artères obturatrices, circonflexes, les artères glutéales supérieures et inférieures, ici le compartiment plutôt sacré, ici iliolombaire. Quand on va plus bas, ici on a le compartiment obturateur et le compartiment pudental lié à chaque artère. Donc en fonction de l'endroit où est l'épicentre du saignement, on va savoir exactement
ceux qui saignent. Et c'est très important parce qu'en fonction de ceux qui saignent, la voie d'abord sera différente. Et par exemple, ici, on voit qu'on a un saignement qui est bien limité dans cette région, mais il peut s'agir du compartiment obturateur ou bien plutôt viscéral, le pudendal. Ceci étant dit, on va toujours aborder de façon contralatérale pour que le cathétérisme soit plus facile. Et vous voyez ici, c'est une artère obturatrice qui saignait. Donc ça nous permet d'aller rapidement dans l'artère, de la faire un cathétérisme sélectif et de voir tout de suite ce qui saigne. Avec un point qui est important aussi, c'est que quand vous allez avoir des saignements pariétaux, là c'est très important et c'est obligatoire pratiquement d'avoir un abord contralatéral parce que sinon c'est très difficile, si on pique en homolatéral, de cathétériser les artères circonflexes ou épigastriques. Et là, pour terminer sur le problème des traumatismes, il faut aussi savoir qu'on a un réseau collatéral qui est très important, notamment les anastomoses pariétales avec l'artère circonflexe, l'artère obturatrice, les iliolombaires, et que donc quand vous allez prendre un patient qui saigne et emboliser une artère, il faudra aller dans les autres pédicules pour voir si la même région, le même saignement n'est pas repris par les autres artères, et ça c'est capital. C'est vrai aussi pour l'artère mammaire interne et les artères épigastriques. Si vous avez un hématome même sous anticoagulant, par exemple du grand droit, qui est un petit peu haut, il faut aller voir par en dessus si ce n'est pas repris par l'artère mammaire interne, parce que sinon, on a des échecs d'embolisation dans cette technique. Donc, quand ça saigne, c'est un angioscanner triphasique, sans produit de contraste, autant artériel tardif, avec une connaissance des territoires qui saignent, et l'artériographie ne doit être faite qu'à visée thérapeutique. La problématique des sténoses, des occlusions et des anévrismes artériels et celle de la pathologie athéromateuse, là, l'imagerie a fait l'objet de recommandations et vous savez que dans le dernier Task Force Report, eh bien, l'angioscanner ou l'angio-MR, parce que c'est non invasif, sont considérés comme des techniques de première intention qui peuvent être utilisées pour faire ce bilan. Mon point de vue personnel, c'est qu'au niveau du petit bassin, c'est plus intéressant de faire un angioscanner qu'un angio-MR quand on a le choix, parce qu'on a des vaisseaux de plus gros calibre, qu'on voit des calcifications et que c'est assez important pour cette pathologie-là aussi d'avoir un bilan complet, de savoir si les axes sont dolichoïdes, si on pourra faire un clampage, si on met un stent, etc. On peut aussi bénéficier de la fusion d'images pour diminuer le produit de contraste qu'on va injecter en fusionnant une image de scanner qu'on aura fait sur nos salles actuelles avec l'image de scopie en recalant le rachis. Et on peut, comme c'est fait pour la prise en charge des anévrismes, notamment avec les prothèses complexes, on peut utiliser ce guidage ici pour, sans produit de contraste, faire une angioplastie, aller dans une artère et en tout cas beaucoup diminuer. Si la fonction rénale est altérée, on pourra faire la même chose en IRM, mais la résolution spatiale est un petit peu moins bonne, c'est pour ça que j'aime moins. Là aussi, importance de la collatéralité sur l'impact des anévrismes. Vous savez, en particulier pour la prise en charge anévrismale, quand vous traitez un anévrisme d'une iliaque interne, si vous n'allez pas occlure les artères qui naissent de l'iliaque interne à l'origine, les artères obturatrices, glutéales, etc., vous allez avoir une reprise très rapide de cet anévrisme par le réseau collatéral. Et donc, il faut à tout prix le faire, toujours avoir cette idée qu'on a un réseau collatéral très important et aller traiter les patients de cette façon-là. Vous voyez, l'angioscanner permet en tout cas de très bien montrer ces fuites. Voilà, donc cette collatéralité est importante et je vous illustre ici le cas de ce patient, de cette patiente qui avait eu un post-chirurgical après la chirurgie d'une pelvienne, une hystérectomie, un faux anévrisme très important circulant qu'on voit ici à l'IRM qui au départ était dans le territoire, on va dire, on avait plutôt l'impression que c'était l'artère glutéale. Ce patient a bénéficié d'une première embolisation ici. On voyait la fuite active qui remplissait le faux anévrisme. Il a été occlu avec des coils. Vous voyez ici, vous avez des artères qui sont toutes fines. Et puis la patiente, au bout de quelques semaines, elle avait toujours mal et elle a bénéficié d'un scanner qui remontre l'anévrisme qui est totalement opacifié encore, qui ne s'est pas thrombosé et même encore moins que ce dont on avait l'impression. Donc je reprends le patient ici par voie endovasculaire et qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on voit que cette artère ici, vous avez vu comme elle s'est développée, elle était toute fine, elle est devenue énorme, elle a repris en charge entièrement l'anévrisme qui est d'autant plus opacifié qu'il y existe une fistule artério-veineuse qui avait été méconnue et qui a nécessité un traitement dans le même temps de l'anévrisme et du pédicule afférent avec des coils et par voie rétrograde, par le versant veineux, de traiter avec des coils ici pour traiter entièrement la fistule et la patiente, elle peut être guérie. Donc il faut voir que le réseau collatéral, il se développe très vite, en 3 semaines, 15 jours, donc c'est très important de le prendre en charge.
Si on s'intéresse à la pathologie veineuse du petit bassin, les varices pelviennes, l'examen que je réalise toujours avant de prendre en charge des varices pelviennes ou des occlusions de points de fuite pelvien, c'est l'IRM. L'IRM, pourquoi ? Parce qu'elle permet de faire le diagnostic de façon très simple des varices que vous voyez très bien ici, en hypersignal sur les séquences T2, périnéales, périutérines, ovariennes, parce qu'elle permet d'étudier au niveau de la pince aorto-mésentérique ici la taille de la veine rénale et voir si elle est comprimée ou pas, donc d'éliminer un Nutcracker syndrome et de la même façon d'éliminer un syndrome de coquette sur les séquences d'angio-MR et de voir donc s'il n'y a pas de contre-indication à la réalisation de ces embolisations. Je conserve une place quand même importante pour la phlébographie qui est toujours couplée pour nous au temps thérapeutique parce que c'est elle qui en réalité fait le diagnostic de Nutcracker syndrome en mesurant les pressions. En effet, chez les femmes minces, on a très souvent une pince orthomésentérique qui est fermée, qui est étroite en imagerie morphologique, IRM ou scanner, alors qu'il n'y a pas de gradient de pression et ça on le vérifie souvent, au moindre doute en angiographie. Et puis pour traiter les reflux, il faut les imager. Pour les imager, il faut une imagerie qui se fasse en hyperpression abdominale. Il faut faire pousser la patiente pour voir ses reflux. Et là, ça ne peut se faire qu'au cours de l'angiographie. Pour la pathologie veineuse occlusive, l'examen qui est recommandé, c'est la phlébo-IRM ou le phlébo-scanner, c'est-à-dire piquer dans une veine du dos du pied et puis faire une acquisition scanner ou IRM. Pourquoi ? Alors souvent on fait de l'IRM parce que c'est non invasif, mais parce que ça permet de voir l'occlusion qui est connue après l'écho-Doppler, mais surtout d'étudier un petit peu la paroi veineuse et de rechercher des synéchies comme ici que l'on peut retrouver et qu'on voit mal à l'écho-Doppler à cause des gaz. Voilà. Donc avant embolisation artérielle, je ne vais pas insister, c'est l'IRM pour l'utérus et le scanner pour la prostate. Je terminerai sur cette diapositive puisque j'aurai l'occasion demain et après-demain de parler plus en détail de la problématique de la vascularisation de ces deux organes sur d'autres topos. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions dans la salle ? Moi, juste une petite question. Est-ce que le Doppler, il a sa place dans l'exploration du petit bassin ou pas ? Oui, non. Le Doppler, il a sa place. En pathologie artérielle, notamment occlusive, c'est incontournable. Au repos, je dirais, et en particulier pour le petit bassin et les lésions iliaques à l'effort. Là, c'est très important de systématiquement, je pense, même si le Doppler est normal, qu'on a une claudication, et je pense que Jean-Pierre sera d'accord, de faire un écho-Doppler avec au repos et à l'effort pour le petit bassin. Pour la pathologie veineuse, on est gêné par les interpositions digestives, mais là aussi, le Doppler a une part importante pour détecter les points de fuite. Souvent, les patientes me sont adressées parce qu'elles ont des varices qui récidivent après traitement ou qui sont importantes, ou même qu'à l'écho-Doppler, il a été vu des points de fuite au point P, pudental, etc. Et qu'avant de les prendre en charge, c'est intéressant d'aller occlure ces points de fuite. Ça va au-delà du traitement des varices. Je dirais qu'on peut même avoir des points de fuite sans avoir des varices pelviennes. Souvent, les gens en confondent et mélangent tout ça. On peut ne pas avoir de varices, mais des points de fuite importants, et il faut aller les traiter. Moi, j'aurais une question sur le Nutcracker syndrome. Oui. Cette disparité entre le scan, où on voit des fois des sténoses très très serrées, et lorsqu'on passe à la phlébo, on se retrouve avec des gradients vraiment non significatifs. Oui, alors c'est tout le temps. Moi j'étais vraiment... souvent, les patients ils sont adressés parce qu'il y a un Nutcracker sur l'imagerie alors qu'il n'y en a pas. Ouais. Parce que chez les femmes qui sont minces, la pince orthomésentérique, elle est naturellement étroite. Et quand les patientes grossissent un peu ou avec l'âge, cette pince s'ouvre. Et en fait, quand on regarde la veine, elle est aplatie dans un plan antéro-postérieur, c'est tout. Je crois que le vrai diagnostic, pour moi, il est angiographique. C'est un flux qui va qui va pas se faire de façon ascendante dans la veine cave inférieure, mais de façon rétrograde, avec un réseau collatéral, et puis c'est l'hémodynamique avec la mesure du gradient de pression. Merci. L'IRM permet quand même de le suspecter plus fortement, et puis de voir les veines qui sont rétro-aortiques aussi parfois. Oui. Qu'on ne voit pas, qu'on n'analyse pas à la phlébographie. Donc là, ce sont quand même des formes qui ne sont pas traitables, pas stentables, chirurgicalement compliquées, et des patients qu'il ne faut pas emboliser, je pense, pour... ils sont problématiques, exactement.